développer le mouvement de résistance à l'utilisation du pétrole, vision alternative en Californie. En 2018, après leur visite du Nigeria et de l'Équateur, des dirigeants communautaires d'Afrique orientale et centrale se sont rendus aux États-Unis afin d'en apprendre plus sur le premier producteur mondial de pétrole. Ils étaient impatients de découvrir en quoi un pays très développé diffère d'un pays en développement en termes d'impact pétrolier et d'alternatives. Je m'appelle Nicolas Kagongo, je viens de l'Ouganda, de la partie occidentale du pays. Je m'appelle Diana, je viens de l'Ouganda, plus précisément du centre de l'Ouganda. Mon nom c'est Josué Mukura, Kampasu Kachuva. Je suis pêcheur au lac Edouard, à la République démocratique du Congo. Notre gouvernement s'intéresse à l'exploration pétrolière dans les zones protégées du paysage du Grand Virunga. C'est pourquoi nous, cette menace-là, nous voulons anticiper ça. En tant que Congolais, je suis venu ici en Californie. Comme Californie aussi a beaucoup de gisements pétroliers. J'ai entendu dire qu'ils se détournent désormais du pétrole au profit d'autres sources d'énergie. J'aimerais savoir dans quelle mesure les personnes d'ici se sont détournées de la mauvaise énergie fossile au profit de l'énergie propre. Tout d'abord, les visiteurs ont entendu parler des expériences des communautés locales vis-à-vis du pétrole. Merci beaucoup d'être ici à Wilmington, en Californie. J'habite dans ce quartier. Lorsque j'ai emménagé dans cette région, je ne connaissais pas l'existence des forages pétroliers et mes parents l'ignoraient également. C'est alors que je suis tombée malade. Je saignais du nez en permanence, pendant la nuit et pendant la journée. Mes oreillers étaient couverts de sang. J'ai fini par manquer environ 2 semaines d'école parce que mes yeux étaient tout gonflés. Ma mère s'est alors rendue à une réunion communautaire et c'est là qu'elle a appris que d'autres enfants du quartier avaient les mêmes symptômes, comme des saignements de nez, des maux de tête, des larmoiements et également d'autres problèmes car ils manquaient eux aussi l'école. C'est à ce moment-là que je me suis réellement impliquée dans Communities for a Better Environment. Ashley et d'autres jeunes ont porté plainte contre la ville de Los Angeles pour avoir empoisonné leur air. L'une des principales plaintes portait sur le racisme environnemental. Les communautés pauvres et non blanches étaient encore moins bien traitées que les autres. Le procès des jeunes a permis d'obtenir la mise en place d'un nouveau processus de délivrance de permis dans la ville de Los Angeles. Qu'est-ce qui vous a inspiré à devenir activiste dans la communauté? Je sais que nous méritons mieux. Nous méritons tout ce que des gens blancs aisés ou des gens riches méritent. Il est extrêmement important que les personnes comprennent qu'elles ont plus de valeur que le pétrole qui se trouve dans le sol, malgré ce que tout le monde peut dire. Bien sûr, c'est de l'or noir, mais ça ne vaut ni votre vie, ni votre santé. Nous l'avons observé du Nigeria jusqu'en Équateur et maintenant aux États-Unis, l'un des pays les plus développés du monde. On nous fait croire que l'extraction du pétrole va nous enrichir. Mais ce que nous avons vu ici, c'est que les pauvres, la qualité de vie des pauvres, est en réalité aggravée par l'extraction du pétrole. Par la suite, les visiteurs ont pris connaissance des dangers liés aux raffineries de pétrole, là où le pétrole est raffiné après son extraction. Ce que nous voyons ici, c'est la raffinerie de Chevron. C'est ici qu'ils chauffent le pétrole et qu'ils l'infusent avec des produits chimiques comme de l'hydrogène ou encore de l'acide sulfurique afin de briser les molécules. Toute personne vivant dans ce sens-là du vent appelle cette zone la ceinture du cancer, du fait que les personnes tombent malades à cause de la raffinerie. Les personnes vivant près de la raffinerie de Richmond ont des taux plus élevés de cancer, d'asthme et de maladies de la peau. Elles sont également victimes d'accidents, comme l'explosion survenue en 2012 lorsqu'un nuage toxique s'est enflammé et a provoqué un gigantesque incendie. Plus de 15 000 personnes ont été hospitalisées à cause de l'explosion. Beaucoup de personnes demandent que justice soit faite, mais elles se heurtent à des obstacles en raison de la corruption.
L'une des choses les plus difficiles à combattre est la corruption politique. Lorsque les politiciens prétendent qu'ils représentent la communauté, mais qu'ils finissent par voter en faveur des sociétés, c'est pourquoi nous avons dû former un groupe politique, la Richmond Progressive Alliance, pour que ce mouvement ne se contente pas de simplement demander que les choses soient faites. Nous devons donc rassembler les personnes pour qu'elles votent, pour qu'elles se représentent au district de gestion de la qualité de l'air, afin de se faire entendre, pour faire entendre les voix des personnes contre le pouvoir financier des entreprises. Pour renforcer leur pouvoir politique, les communautés de Californie ont élu des leaders de la justice environnementale à des postes publics. J'ai commencé à me présenter aux élections car je ne pensais pas être bien représenté. D'un point de vue humanitaire, en termes de gaz à effet de serre et de changement climatique, nous devons nous débarrasser du pétrole. Mais d'un point de vue local, c'est une question de santé et de sécurité. Nous devons transiter vers l'énergie verte le plus rapidement possible. Si vous êtes élu, vous avez le pouvoir d'apporter les changements souhaités par votre communauté. Le mouvement californien contre le pétrole a bénéficié de la longue histoire d'organisations communautaires de l'État. Dans les années 1960, les agriculteurs californiens ont mené l'un des plus importants boycotts de l'histoire contre l'agriculture industrialisée. Les anciens partisans de ce mouvement aident aujourd'hui à diriger le mouvement contre le pétrole. J'aimerais savoir comment vous avez parvenu à mobiliser beaucoup de personnes qui sont derrière vous pour essayer de trouver des résultats face aux menaces que les producteurs font sur les ouvriers. Le combat s'annonce long car il possède les richesses, l'argent. Pour notre part, nous ne possédons pas d'argent, mais en revanche, nous avons du temps. Même si cela prend toute une vie, nous savons qu'à la fin, nous sortirons vainqueurs. Comment vous parvenez à mobiliser une grande partie une grande masse de population et il y a l'argent? Quelle technique utilisez-vous pour que cette population purement pauvre des ouvriers résiste contre la corruption pour qu'il n'y ait pas de division pour mieux régner? Dans la mobilisation, c'est l'une des choses qui a été très importante pour le mouvement des travailleurs agricoles. Et c'est pourquoi les personnes, les Latinos et les Philippins, les Noirs, les Blancs, les Asiatiques, se sont rendus à différents endroits pour raconter l'histoire, pour raconter ce qui était arrivé à notre peuple et comment les personnes se faisaient battre, combien étaient tués. Et c'est la manière dont nous devons procéder pour commencer à obtenir ce soutien, c'est mon conseil. Racontez-nous votre histoire pour que nous puissions nous unir et nous soutenir mutuellement. Afin de mener la transition pour sortir du pétrole, les Californiens se concentrent sur les énergies propres et renouvelables. Les ONG montrent la voie en installant la technologie de l'énergie solaire et en offrant une formation professionnelle dans les communautés à faible revenu. J'aimerais donc que vous me disiez ce qu'est l'énergie renouvelable. Nous avons aujourd'hui le pouvoir d'utiliser le soleil afin de produire de l'électricité et à mesure que nous avançons, cela va permettre de créer tellement d'avantages pour nous. Nous avons besoin de personnes pour installer les systèmes solaires. Nous avons besoin de personnes pour entretenir les systèmes solaires. Nous allons également former les personnes pendant cette transition afin qu'elles puissent avoir accès à la technologie et à la formation. Et ces communautés locales commencent à bénéficier du fait que les revenus générés peuvent être reversés dans ces communautés, ce qui crée essentiellement d'autres opportunités. Les visiteurs étaient impatients d'en apprendre davantage sur la manière dont l'énergie solaire pourrait profiter aux communautés pauvres et rurales. Pouvez-vous me dire s'il est possible pour les femmes de jouer un rôle dans l'industrie de l'énergie solaire?
Je pense qu'il est nécessaire que les femmes s'impliquent dans l'industrie solaire au moment où cette dernière commence à se développer. L'industrie solaire a besoin d'un large éventail de compétences car elle se développe à un rythme très rapide. Des compétences allant de la construction à la conception, au développement de partenariats, aux compétences administratives. Et je pense que c'est l'opportunité pour les personnes de tout horizon de réellement s'impliquer. Ce que nous avons observé ici, c'est que les femmes ont exploité leur pouvoir. Je viens d'une communauté où l'on n'attend pas des femmes qu'elles travaillent dur. Mais pour que les femmes puissent s'assurer de la sécurité de leur communauté et que l'air y est sain, il faut également qu'elles s'y investissent. Les femmes peuvent tout à fait monter sur le toit et réparer les panneaux solaires. Nous ne devrions pas penser que nous en sommes incapables, parce que si nous pensons de cette manière, nous serons exclus du marché du travail et nous ne ferons pas partie de la solution au changement climatique. En Afrique, nous voulons que le pétrole soit remplacé par l'énergie renouvelable dans le but de lutter contre le changement climatique. Nous voulons que les communautés et même les investisseurs puissent investir beaucoup dans l'économie verte. Les activistes américains sont très forts. Ils n'ont pas peur de parler à la population et de se confronter aux compagnies pétrolières. Et ce que nous avons appris d'eux, c'est que nous ne pouvons pas permettre à ces compagnies pétrolières de venir en Ouganda et de piller notre pays.